Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire, aujourd'hui consacré au projet d'habitat en zone rurale. Merci à Joris Danton d'accepter notre invitation pour nous faire cette présentation. Bonjour Joris. Bonjour. Alors tu es bien connu sur Bill Green puisque nous as déjà écrit plusieurs articles. Mais peux-tu faire une petite présentation aux internautes pour expliquer un peu qui tu es? Puis en quelques mots. Donc parcours d'études en droit et puis après en aménagement du territoire. Après j'ai travaillé comme juriste à la Confédération Générale du Logement pendant 3 ans et ensuite, et depuis 2017, donc je travaille en indépendant comme formateur consultant en permaculture au sein de ma structure qui s'appelle l'Atelier Fertile. Et l'un des aspects, l'un des volets de mon activité, c'est la vulgarisation juridique. Donc faire de la vidéo, faire des livres, faire du conseil, précisément, en matière juridique, et plus spécifiquement sur ce qui relève du droit immobilier et du droit agricole. Justement, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est créer son habitat en zone agricole ou naturelle. Est-ce que c'est légal? Donc, si vous n'avez pas pu tout noter pendant le webinaire, sachez que nous aurons un replay sur la chaîne YouTube et un article consacré au sujet sur notre site web. Un article rédigé d'ailleurs par Joris, merci. Vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire. Par contre, nous ne couperons pas Joris pendant sa présentation, car certaines réponses peuvent venir ensuite. Je noterai vos questions au fur et à mesure. Nous en choisirons quelques-unes pour terminer le webinaire. Donc Joris, je te laisse la parole pour nous faire cette présentation. Merci. Ok, merci, on est parti, tout le monde. Hop, alors on va basculer sur le support. Et voilà. Alors, est-ce que créer son habitat en zone agricole ou naturelle est-il légal? On va explorer ce sujet-là. Naturellement, j'ai cherché à faire quelque chose d'accessible, de très synthétique, évidemment, parce qu'on pourrait s'étendre sur des semestres entiers de cours dans les détails, pour aller droit au but. Alors, euh, donc, qu'est-ce qu'on va trouver au menu de cette présentation? Bah, il y a un peu des fondamentaux du droit de l'urbanisme qu'il faut reposer. C'est les bases des bases qu'il faut poser. Donner aussi un aspect de contexte. En France, on a une préservation de plus en plus forte des zones agricoles, des zones naturelles. Donner quelques éléments à ce sujet-là, ça me semblait important. Parler ensuite d'un cas assez particulier, c'est le cas du logement de fonction d'un agriculteur. Vous êtes agriculteur, vous voulez pouvoir vous domicilier sur votre ferme s'il n'y a pas d'habitat déjà créé en place, précisément en zone agricole ou zone naturelle. Est-ce que c'est possible? Là, il y a une réglementation particulière. Développer ensuite sur le cas des habitats légers, parler aussi du cas de figure de la rénovation, parce que quand on dit créer un habitat, c'est pas que la création neuve, c'est aussi le cas de figure de la rénovation. Et puis, il y a un petit doublon dans le support. Et puis parler d'un certain nombre pour le dessert, pour ainsi dire, d'un certain nombre de pistes et d'ouverture pour conclure. Après, on aura le temps d'échange, vous pourrez poser vos questions. Alors, je vais apporter quelques petites précisions très simples, hein, mais pour que le sujet soit très clair. Je vais parler uniquement de droit applicable en France. Quand je parle d'habitat, ici, je parle exclusivement d'un usage d'habitat comme lieu de domiciliation. Je ne parle absolument pas des d'habitats de loisirs ou des habitats touristiques. Et quand je parle de projet agricole, c'est toujours sous-entendu ici projet agricole professionnel, fait par quelqu'un qui a un statut officiel en tant qu'agriculteur, avec affiliation à la MSA, création de structures juridiques adaptées, etc. Je ne parle pas du tout des cas de figure de production vivrière pour une autoproduction. Voilà. Une fois que j'ai posé ce petit cadre, on est lancé avec un peu de droit de l'urbanisme. Eh bien, une petite notion, je vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, mais qui est importante à poser parce que ça a beaucoup d'applications, on en verra quelques-unes, c'est la notion de destination d'un immeuble. C'est inscrit aux articles R151-28 et 29 du Code de l'urbanisme. Et donc on va avoir effectivement cinq destinations possibles. Dans chacune des destinations, on va trouver après des sous-destinations qui existent. Euh, pour ce qui nous intéresse, au jour d'aujourd'hui, ça va être donc les immeubles à destination d'habitation, sachant que dans l'habitation, vous avez deux sous-destinations, la sous-destination logement et la sous-destination hébergement. Donc, hébergement, bah, c'est quelque chose, un endroit où on est hébergé, on s'héberge, et on va l'utiliser de façon temporaire. Dans tous les cas, on ne s'y domicilie pas par définition, alors que, au contraire, quelque chose qui sert comme logement, bah, c'est bien une habitation où on se domicilie. Bon. Petite précision, je passe. Vous avez aujourd'hui trois types de communes en France. Les communes qui n'ont pas de document local d'urbanisme,
Ce qui est de plus en plus rare, hein, très concrètement, c'est aujourd'hui quelques pourcents seulement des communes en France qui n'ont pas de document local d'urbanisme, souvent des communes rurales avec peu de population. Vous avez le cas des communes avec carte communale. Alors, elles sont assez peu nombreuses aujourd'hui, leur nombre tend à diminuer très nettement. C'est de l'ordre de moins de 10% hein, des communes qui sont sous carte communale. Et là aussi, en général, ce sont des communes rurales. Et enfin, vous avez les communes avec un PLU, un plan local d'urbanisme. Et c'est le cas de loin le plus courant. Et sachant qu'au jour d'aujourd'hui, un PLU peut être aussi bien communal, donc fait à l'échelle d'une commune, comme intercommunal, fait à l'échelle d'une intercommunalité, comme une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou encore une métropole. Et il est de plus en plus courant de fait hein, que les PLU soient intercommunaux aujourd'hui, à la fois du fait d'un certain nombre d'obligations légales qu'a imposé l'État au fur et à mesure des années, et aussi parce que les communes sont très fortement incitées par l'État aussi pour aller dans cette direction. Ok. Autre point fondamental, c'est le RNU, le Règlement national d'urbanisme. C'est donc un corpus de textes de loi, alors qui est inscrit au Code de l'urbanisme. J'ai mis les références ici sur le support. L'ensemble de ces articles constitue donc ce RNU, on va voir, il va s'appliquer dans une bonne partie des territoires. Alors, ce RNU, il y a quelques points essentiels à retenir. De façon très synthétique, vous avez déjà la règle de ce qu'on appelle la constructibilité limitée. C'est-à-dire que, en principe, on a le droit de construire que exclusivement dans les PAU, les parties actuellement urbanisées de la commune. Alors, forcément, ça pose la question, qu'est-ce qu'on entend par PAU? Eh bien, ça dépend. Si vous êtes sur une commune qui n'a pas de document local d'urbanisme, n'a pas de document par définition auquel se référer, donc, eh bien, écoutez, quand un porteur de projet, il a un projet en tête. Mettons, il veut faire son bâtiment d'habitation ici. Bon, très bien, en se basant donc, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le plan cadastral. Tout le monde peut accéder sur Internet, comme via le site géoportail.gouv.fr ou encore sur cadastre.gouv.fr. Donc là, ça va être la collectivité, auquel donc on demande l'autorisation d'urbanisme, d'apprécier si l'endroit où on compte faire notre projet, eh bien, se trouve ou non en partie actuellement urbanisée de la commune. Bon, pour disons, encadrer ce pouvoir d'appréciation des collectivités, la jurisprudence, puisqu'il y a une abondante jurisprudence sur le sujet, tout un ensemble de corpus de décisions des tribunaux sur des affaires justement qui portaient sur ce point-là, c'est la jurisprudence, donc aujourd'hui, définit des critères qu'un site doit respecter pour être considéré en PAU. Alors il n'est pas nécessaire qu'il respecte tous les critères qui sont listés ici, mais il faut au moins qu'il en respecte quelques-uns. Après, encore une fois, c'est à la collectivité d'apprécier au cas par cas. Donc ces critères, de façon très synthétique, c'est est-ce qu'on est plus ou moins distant par rapport au hameau, a fortiori si on est assez proche, on a plus de chances d'être considéré en PAU. Est-ce que dans les alentours, aux environs, il y a déjà des habitats? Est-ce qu'il y a déjà des constructions? Est-ce que les terrains voisins sont déjà construits? Est-ce que le terrain lui-même, on trouve déjà des constructions? Est-ce qu'aussi par rapport aux constructions déjà existantes, il y a ce qu'on appelle une coupure d'urbanisation, quelque chose qui est fait obstacle, par exemple un cours d'eau, une voirie, une forte pente ou un bois. S'il y a une coupure d'urbanisation, on est plutôt tendance à considérer qu'on est hors PAU. Est-ce qu'on est desservi par ce qui est équipement public, on est à proximité d'écoles par exemple, ou des réseaux publics, eau, assainissement, électricité, et aussi de la voirie publique. A contrario, si on n'est pas desservi par ces éléments-là, on a plutôt tendance à considérer que le site est hors PAU. Et enfin, pour ça un cas particulier, mais c'est est-ce que on se retrouverait on aurait des précédents qui sont créés par le fait que le permis de construire, ou plus généralement une autorisation d'urbanisme a été délivrée pour un projet sur le site, même si le projet ne s'est pas réalisé par la suite. Ou encore, est-ce que un ou voire plusieurs certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés pour un projet sur le site, encore une fois, même si ce projet ne s'est pas réalisé. Certificats d'urbanisme sont opérationnels. Entendu, quand je parle ici de certificat d'urbanisme, je parle de certificat d'urbanisme opérationnel. En deux mots, il s'agit de demander à une collectivité de présenter un projet constructif et demander si ce projet est conforme ou non à la réglementation d'urbanisme. C'est distinct des demandes d'autorisation d'urbanisme, comme le permis de construire, par exemple.
Bon, si vous êtes sur une commune qui dispose d'une carte communale, ben là les choses sont simples. Vous allez regarder le règlement graphique de la carte communale. Vous avez un plan, voire plusieurs dans une carte communale. D'accord? Donc, encore une fois, basé sur le cadastre, je vous ai pris un exemple ici. Et vous avez deux types de zones, seulement deux types, c'est simple. Hein. Notez souvent U et N pour urbanisé et naturel, ou parfois noter C pour constructible et NC pour non constructible. Ça mérite d'être simple. Donc, ce qui est urbanisé ou constructible, c'est donc les parties où, en principe, c'est les seules parties où on peut construire, et à contrario, dans les parties naturelles ou non constructibles, c'est les parties où, en principe, on ne peut pas construire. Alors, il y a quelques autres principes des communes qui sont sous RNU qu'il faut avoir en tête. Alors, vraiment des points, encore une fois, très synthétisés. Préserver les activités agricoles et forestières existantes. Préserver le patrimoine tout dans toute sa diversité. Hein, patrimoine paysager, patrimoine environnemental, patrimoine bâti. Préserver l'environnement également. Assurer pour n'importe quel nouveau projet sa bonne intégration dans son environnement, c'est surtout au niveau visuel. Est-ce que ça va bien s'intégrer? Est-ce que c'est cohérent? Ou est-ce que éviter d'avoir des choses qui vont faire tache dans le paysage, pour ainsi dire? Et prêtez attention à ce que le site soit desservi par de la voirie. Alors, ça peut être aussi bien la voirie privée que la voirie publique. Et notamment, est-ce qu'il y a une accessibilité pour les services de secours, ce qui est souvent un gros point d'attention de la part des collectivités. Est-ce que les camions de pompiers, en clair, ils peuvent arriver jusqu'à n'importe quel bâtiment sur le site? Alors, donc, sur les communes qui disposent, qui sont sous RNU, donc encore une fois, je précise, les communes sous RNU, c'est à la fois les communes qui n'ont pas de document local d'urbanisme ou qui ont une carte communale. Eh bien, si on est hors des PAU, hors des parties actuellement urbanisées de la commune, en principe, on ne peut rien y faire, mais il y a des exceptions. Alors, quelles sont ces exceptions? Alors, des exceptions qui concernent potentiellement les projets d'habitat, hein, je me concentrer là-dessus. On trouve donc l'adaptation, le changement de destination, voilà, on retrouve cette notion, par exemple passer d'une destination d'exploitation agricole et forestière à une destination d'habitation, par exemple, si vous prenez une grange, voilà, par exemple, et qu'on voulait en faire un habitat. La réfection, c'est-à-dire la rénovation, ou encore l'extension de constructions existantes, ou, un autre point, la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation. Alors dans un cas quand même bien spécifique, hein, à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, donc dans un corps de ferme, en clair, et dans le respect des traditions architecturales locales. Ce n'est pas n'importe quel type d'habitat qui se prête à ça. Il faut respecter les traditions architecturales locales, ce qui par exemple va être un peu compliqué si on fait de la yourte. L'extension mesurée des constructions ou installations existantes, alors ce qu'on entend par mesurer, ça c'est par contre à l'appréciation de la collectivité locale. Et vous avez aussi les constructions ou installations sur les délibérations motivées du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour les diminutions de la population communale, le justifie. Donc ça, pour le coup, c'est un peu différent parce que c'est si le conseil municipal considère que non seulement il y a un intérêt pour le porteur de projet, mais il y a un intérêt d'intérêt général pour l'intérêt de la collectivité que ce projet se fasse, un projet porté par un porteur de projet, donc, eh bien, il peut jouer là-dessus, effectivement, pour l'autoriser, et ce, quelle que soit la nature du projet constructif. Également, tout ce qui va être construction, installation qui sont nécessaires à de l'exploitation agricole ou de l'exploitation forestière sont aussi autorisés en hors donc PAU. Alors maintenant, si on prend le cas des communes qui disposent d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme. Bon, là, on a un document qui est beaucoup plus étoffé que ce qu'on avait au niveau de la carte communale. C'est composé de tout un ensemble de choses. Vraiment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les parties qui sont vraiment très immédiatement opérationnelles, c'est-à-dire le règlement graphique et le règlement écrit. Donc le règlement graphique, je vous ai pris un petit extrait, donc c'est un plan, voire il peut y en avoir plusieurs dans un PLU, et ce plan, en se basant encore une fois sur le cadastre, il va délimiter les zones réglementaires d'urbanisme. Donc vous avez 4 zones, U pour urbaniser, AU pour à urbaniser, A pour agricole, et enfin N pour naturel et forestière. Mais la collectivité peut faire librement des sous-types. Par exemple, vous voyez, on a du N classe N, sous-entendu du N naturel et forestière classique, mais on a aussi, là vous avez du NN ou du NL, enfin, qui sont des sous-types. Et ces sous-types, il n'y a pas de standard au niveau national. C'est vraiment chaque collectivité qui peut librement faire ces sous-types. Donc, inutile de me demander, dans l'absolu, sur tout le territoire national, à quoi correspondrait par exemple NL. Là, je ne peux pas le savoir. Il faut que j'aille dans une autre partie, un autre document
du PLU qui est le règlement écrit. Et là, effectivement, on va nous expliquer ce que c'est que cette histoire de zone LL, à quoi ça correspond, et puis derrière, toutes les règles qui vont s'y appliquer. Puisque dans le règlement donc, écrit, on va trouver, donc, pour chacune des zones réglementaires, déjà, qu'est cette zone, par exemple la zone UA, on nous dit caractère du secteur UA, puis après on développe à quoi ça correspond, et ensuite on développe toutes les règles applicables. La première chose qu'on va regarder, c'est les destinations des constructions et l'usage des sols et types d'activités. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est autorisé ou autorisé éventuellement avec certaines conditions à remplir? Puis par là. Donc, je disais, on va regarder. Enfin, de toute façon, la démarche, si vous êtes sur un territoire qui dispose d'un PLU, la démarche est toujours la même. C'est aller voir le règlement graphique d'abord pour voir dans quel zonage réglementaire est située la parcelle, le site où vous voulez faire un projet que vous envisagez. Et ensuite, une fois que vous avez cette information, allez dans le règlement écrit et prendre le temps de bien le lire, de bien le décortiquer. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut y faire en termes de type de bâtiment, notamment de destination de bâtiment, c'est ça que je veux dire. Et puis après, on va rentrer dans les règles de volume, de hauteur, de distance par rapport à la voie publique, par rapport aux parcelles voisines, etc., etc. Bon. Et à noter que dans les destinations, un point important que je peux vous dire en pratique, c'est que attention, tout ce qui est destinations qui ne sont tout simplement pas interdites, par définition, elles sont autorisées. C'est un point important à retenir. Donc, ce que prévoit simplement le code de l'urbanisme, c'est ce que une collectivité peut écrire dans le règlement d'une zone agricole ou d'une zone naturelle forestière. Voilà. Alors, pour ce qui concerne, encore une fois, uniquement l'habitat, on va retrouver la notion de changement de destination, de réfection, c'est-à-dire de rénovation, ou d'extension de constructions existantes, ou réalisation d'annexes, des constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole, et pour ce qui est en zone N, aussi à l'exploitation forestière. Aussi dans le règlement graphique, on peut avoir des bâtiments qui sont désignés souvent avec une petite étoile, comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination, parce que, mais attention, parce que à contrario, si un bâtiment en zone A ou N, eh bien, il n'est pas noté qu'il peut faire l'objet d'un changement de destination, spécifiquement pour ce bâtiment-là, j'entends, mais il faut aller voir ce que nous dit le règlement écrit. Peut-être que le règlement écrit, il autorise, souvent dans certaines conditions quand même, le changement de destination, mais par contre, s'il prévoit rien, c'est que ce bâtiment, a priori, on peut contacter le service d'urbanisme pour en être sûr, mais enfin, a priori, ce bâtiment, on ne peut pas changer sa destination actuelle. On va aussi pouvoir créer en zone agricole, en zone naturelle et forestière, une collectivité peut instituer, encore une fois dans le cadre de son PLU, ce qu'on appelle un STECAL. Alors, je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup bruit sur les réseaux sociaux dès qu'on parle d'habitat léger, les STECAL. Bon, alors, de quoi s'agit-il? STECAL, déjà, c'est un acronyme pour secteur de taille de capacité d'accueil limitée. Et dans un STECAL, plus exactement, ça va se traduire dans le règlement écrit du PLU. Eh bien, ce règlement écrit, il peut autoriser des constructions, sous-entendu n'importe quel type de construction, mais souvent les règlements de PLU dans un STECAL, ils vont préciser, vont restreindre les possibilités constructives à un type de destination particulière. Par exemple, on va pouvoir faire que des bâtiments d'exploitation agricole et forestière, par exemple. Dans un STECAL, il est aussi possible que le règlement prévoit la possibilité de créer des aires d'accueil de terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage. C'est donc un type d'espace spécifiquement fait pour accueillir des habitats qui sont des véhicules mobiles sur lesquels les personnes sont domiciliées. Et enfin, elle peut aussi autoriser des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ces deux derniers points, les aires d'accueil, terrains familiaux et les résidences démontables, c'est une nouveauté qu'a amené la fameuse loi Allure du 24 mars 2014 et qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, après une fois qu'on a dit ça, il faut quand même bien voir que depuis 2018, le législateur a ajouté dans la loi que la création de nouveaux STECAL était à titre exceptionnel. Ça doit être justifié pas juste par l'intérêt d'importants projets, mais ça doit être justifié par des buts d'intérêt général déjà. Et puis même si c'est le cas, il faut que la collectivité puisse démontrer ce caractère exceptionnel et c'est soumis au contrôle de plusieurs organismes, notamment la CDPNAF, parfois la CDNPS et dans tous les cas la préfecture également, qui doivent donner donc tout leur aval, leur accord pour que ça puisse se créer. Donc c'est restreint à des conditions exceptionnelles et très encadré par d'autres pouvoirs publics.
Il faut aussi noter, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais que les documents locaux d'urbanisme, donc on a vu carte communale, PLU, sous-entendu PLU communal ou PLU-I, PLU intercommunal, eh bien ça s'intègre dans toute une hiérarchie d'autres documents d'urbanisme et de planification, donc je ne vais pas développer ici. Ça c'est un petit extrait de mon bouquin là sur guide juridique pour les constructions écologiques où je développais tout ça. Mais il faut aussi avoir en tête que il n'y a pas que ça qui cadre, mais c'est vrai que d'un point de vue très directement opérationnel, on va d'abord se référer aux documents locaux d'urbanisme, mais simplement j'ouvre sur le fait qu'il y a d'autres documents de planification qui s'appliquent dans les territoires. Bon, à noter qu'il y a également d'autres réglementations qui vont s'appliquer dans n'importe quel projet. Je pense notamment au RSD, le règlement sanitaire départemental. Donc, comme on indique, quand vous en avez un dans chaque département, on trouve d'ordinaire sur le site internet de la préfecture du département, qui prévoit des dispositions qui sont appliquées sur tout le département, sur tout un ensemble de différents bâtiments, y compris sur les bâtiments d'habitation. Autre réglementation incontournable, les réglementations contre le risque d'incendie. Alors c'est ce qu'on va aller se référer au règlement départemental, donc encore une fois c'est spécifique à chaque département, de défense extérieure contre l'incendie. Et là, on va développer, en gros, des règles qui vont assurer l'accessibilité pour les services de secours de n'importe quel bâtiment, n'importe quelle installation, et aussi que si jamais un incendie a lieu, eh bien, qu'on puisse avoir de l'eau disponible, et ce, dans des quantités, vous imaginez, suffisantes, pour pouvoir éteindre d'éventuels incendies. Faut également noter que dans un bon nombre de départements, pas tous, mais un bon nombre, vous avez ce qu'on appelle des chartes départementales d'urbanisme, qui portent dans chaque un département par département des noms différents, ce qui n'aide pas beaucoup, hein, je suis d'accord, mais donc des chartes qui sont coécrites par les grandes institutions du département, souvent la chambre d'agriculture, la préfecture, l'association des maires du département, le conseil départemental, et dont la vocation, grosso modo, c'est de faire des préconisations, c'est pas des règles impératives, mais c'est des préconisations que doivent suivre les collectivités territoriales lorsqu'on leur demande d'autorisation d'urbanisme en zone agricole ou zone naturelle, eh bien, pour qu'elles décident, les orienter dans le fait de décider de délivrer ou de refuser donc une demande d'autorisation d'urbanisme. Bon, petit schéma aussi très simple pour situer très simplement le fait que quand vous êtes porteur de projet, vous êtes un pétitionnaire, hein, pour employer le jargon administratif, vous faites votre demande d'autorisation d'urbanisme, c'est enregistré en mairie. Bon, maintenant, il y a différentes façons de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, hein, c'est pas juste aller physiquement en mairie, ça peut être aussi, vous pouvez mandater quelqu'un, vous pouvez l'envoyer par lettre recommandée, ou aussi utiliser une plateforme internet, hein, c'est obligatoire que toutes les collectivités aient mis en place ce type de procédure, donc de dépôt par internet depuis le 1er janvier 2022. Si le dossier est complet, c'est affiché, c'est rendu public, c'est donc géré par le service d'urbanisme, et le service d'urbanisme qui va consulter d'autres services administratifs pour qu'ils rendent leur avis. Et d'ailleurs, le code d'urbanisme prévoit que dans un certain nombre de cas, il est obligatoire que le service d'urbanisme demande l'avis d'autres organismes publics. Je ne vais pas m'étaler là-dedans, mais c'est pas l'objet de ce webinaire, mais sachez, en tout cas, ayez ça en tête. Voilà, qui va se retrouver à devoir consulter d'autres services. Et dans certains cas, le code de l'urbanisme prévoit que c'est pour un avis, ce qu'on appelle un avis conforme, c'est-à-dire que eh bien, le service d'urbanisme doit suivre l'avis de l'organisme. Si l'organisme a un avis favorable, le service d'urbanisme reste libre d'autoriser ou non le projet, mais par contre, si l'organisme donne un avis défavorable, eh bien, le service d'urbanisme, et donc la collectivité derrière, est tenu de par la loi de refuser la demande d'autorisation d'urbanisme. Bon. Donc une fois toute cette instruction réalisée, c'est transmis au pouvoir local qui est compétent pour décider du refus ou de la délivrance d'autorisation d'urbanisme. Alors selon les communes, c'est pas uniforme. C'est soit le maire de la commune, soit le président de l'intercommunalité, soit dans certains cas aussi le préfet. Et dans tous les cas, c'est cette personne qui va décider effectivement la délivrance ou le refus. Et puis après, le code de l'urbanisme prévoit aussi les cas où on n'a pas de réponse dans les délais, puisque pour chaque demande d'autorisation d'urbanisme, vous avez un délai que la collectivité est tenue de respecter pour décider du refus ou de la délivrance, et en l'absence de réponse, c'est autorisation d'urbanisme est délivrée ou refusée, ça dépend des types d'autorisation d'urbanisme. Là aussi, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objet de ce webinaire. Bon, une fois qu'on a posé ces quelques bases sur le droit de l'urbanisme, je voulais recadrer aussi sur un peu le contexte réglementaire au niveau très global. L'urbanisation des terres, l'artificialisation des sols, c'est un vrai sujet d'intérêt général et c'est acté dans les politiques publiques depuis maintenant 2 bonnes décennies en France.
Et c'est vrai c'est une vraie préoccupation. Vous avez des quantités considérables de sols qui sont artificialisés, qui sont construites. Alors, d'abord et avant tout, statistiquement, pour de l'habitat individuel pavillonnaire, hein, comme pour ça, je vous ai pris cette petite photo d'illustration, mais aussi, dans une moindre mesure, par tout ce qui va être gestion de l'activité économique, infrastructure routière et un peu équipement public. Donc c'est vrai que c'est vraiment préoccupant. Alors, une petite graphe qui est édité par Filière Paysanne. Alors, bon, ça, c'était des chiffres qui étaient valables au cours des années 2000. Ça a quand même heureusement diminué depuis. On était sur 78 000 hectares de consommés par an, un département tous les 7 ans. Bon, c'était considérable. Et de fait, beaucoup de lois, alors notamment donc les lois que je vous ai listées ici, eh bien, se sont succédées pour renforcer les leviers de politique publique dont disposaient les collectivités pour restreindre, limiter cette artificialisation, puis aussi pour imposer cette lutte contre l'artificialisation aux collectivités. Alors notamment la loi SRU de 2000, la loi Allure de 2014, la loi Élan de 2018 et plus récemment la loi Climat et Résilience de 2021. Alors d'ailleurs, ça a porté ses fruits, hein, ces textes de loi. Petit graphe qui montre que depuis 2009, on assiste quand même à une décrue, lente mais tout de même certaine, hein, du rythme de l'artificialisation des sols année après année. En tout cas, il y a une bonne tendance qui va dans ce sens-là, et c'est vraiment le produit de cette politique d'État depuis 2 décennies. Et donc, je disais, la loi climat et résilience, eh bien, elle a acté un objectif très ambitieux, très fort, l'objectif zéro artificialisation nette à l'échelle nationale pour 2050, avec un premier objectif intermédiaire de réduction par moitié de la consommation d'espace dans les 10 prochaines années pour la décennie 2020, ce qui est déjà un objectif déjà très ambitieux. Alors qu'est-ce qu'on entend par zéro artificialisation nette? C'est-à-dire que lorsqu'on prend le solde pour une année donnée, entre ce qui a été artificialisé et ce qui a été aussi désartificialisé, les endroits où on a enlevé le béton, on a enlevé les installations, on a enlevé les constructions, c'est aussi ça, ce qui est assez novateur pour le moment encore. Et bien quand on fait solde dans tout ça, et bien on arrive à zéro. C'est ça l'idée. Et donc ce contexte réglementaire, il explique pourquoi aujourd'hui des terrains constructibles en zone, hors des zones actuellement urbanisées, en zone agricole, en zone naturelle, qui soient donc ou encore qui sont classés comme zone urbanisée ou à urbaniser dans un PLU, bref, en campagne dans tous les cas, et a fortiori des terrains constructibles de grande taille, eh bien c'est rare. Et ça le deviendra de fait de plus en plus rare de par toutes les textes de loi qui sont succédés et certainement les autres textes de loi qui vont continuer à succéder dans les années à venir. Et conséquence de cette rareté, et cette rareté toujours plus forte, leurs prix aussi sont très importants. Je vous prie un exemple d'illustration, comme ça, un terrain qui est assez proche de chez moi, de 9200 mètres carrés, dont 3100 mètres carrés constructibles, donc un grand terrain constructible, là, je veux dire, pour une échelle individuelle au moins, c'est déjà 122 000 euros. Bon. Alors, petite illustration aussi que les collectivités sont de plus en plus incitées à développer des sites, par exemple, donc de désartificialisation, y compris sur des zones où on est sur vraiment des projets très ambitieux, parce que les constructions sont très importantes. Par exemple, un site industriel sur la ville de Sevran, qui a été démantelé, à la fois renaturé, pour en faire pleinement ce site retrouve une vocation de zone naturelle. Et puis, cette politique d'État aussi, elle vise à faire beaucoup de pédagogie, aussi bien vis-à-vis des collectivités, des institutions publiques, des bailleurs sociaux, que des porteurs de projets privés, pour un peu repenser ce qu'on entend par la densité, pour plutôt inciter à la densification, entre autres, et notamment de l'habitat, et à déconstruire, en tout cas apporter de la nuance dans souvent la vision hyper négative qui aujourd'hui est associée à la densification. Quand on parle de densification urbaine, souvent on a une levée de bouclier parce que ce qui émerge tout de suite dans les esprits, c'est des bars, des tours, des choses vraiment, vraiment repoussoires. Or, eh bien, petite illustration hein, sur le fait que, effectivement, pour un même nombre de logements et même surface de logement, de mètres carrés de logement, sur un même site, on peut faire des dispositions très diverses. Ça donne lieu à finalement des formes d'urbanité très différentes des unes des autres. Et derrière, avec des conséquences, à la fois en termes de lien social, d'esthétique, etc., qui sont évidemment très différentes d'un modèle à un autre, comme je pense que vous pouvez l'imaginer. Bon,
Alors je vais parler brièvement d'un cas un peu spécifique, qui est le logement de fonction d'un agriculteur. Donc je parle du cas classique, hein, on est encore une fois hors des parties actuellement urbanisées de la commune, ou en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière, donc si on est sur une commune qui dispose d'un PLU. Euh, alors, dans ces espaces-là sont de façon générale autorisés au niveau national tout ce qui va être construction, installation nécessaire à l'activité agricole. Alors déjà, forcément là-dedans on va trouver tout ce qui est bâtiment technique agricole. Bon, sur le principe, très bien. Encore faut-il bien sûr que un bâtiment particulier soit justifié par le type de production et que sa taille, ses caractéristiques générales, elles soient justifiées par la taille des moyens de production nécessaires. Bon, ok. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est aussi euh, une autre partie de ces constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, c'est-à-dire le logement de fonction de l'agriculteur, parce que oui, ça en fait partie. Alors, c'est cadré, bien sûr, par le règlement écrit du PLU, si on est sur une commune qui dispose d'un PLU, qui peut apporter tout un ensemble de précisions à ce niveau-là, de conditions à respecter. Et on parle de logement nécessaire à l'activité agricole. Mais du coup, qu'est-ce qu'un logement nécessaire? Mais on n'est pas aidé à ce niveau-là par le code de l'urbanisme, puisqu'il ne nous dit rien à ce niveau-là. Par contre, on a déjà d'une part les chartes départementales d'urbanisme que j'ai déjà évoquées. Voilà. Donc après, encore une fois, ça porte différents noms selon les départements. Là, je vous ai pris par exemple celui qui est applicable dans le département de la Corrèze, ou encore la charte qui est applicable dans mon département de Loire-Atlantique. D'habitude, on va trouver ça assez facilement sur Internet, notamment dans le site Internet des préfectures et des chambres d'agriculture. Bon. Alors, à la fois, c'est qu'on trouve dans ces chartes des critères administratifs, donc, et puis il y a aussi beaucoup de jurisprudence sur le sujet, parce qu'il y a tout un ensemble de litiges qui ont été portés devant les tribunaux qui portaient précisément sur ce point de droit. Bon. Donc si je cherche à faire une synthèse vraiment des critères au niveau national qui émergent à la fois donc, des chartes et de la jurisprudence, et bien à la fois la notion d'ancienneté, que l'agriculteur il a déjà un peu d'ancienneté qui prouve donc derrière la viabilité économique de son activité. Alors si on a une création d'activité, ben dans ce cas-là, ce qu'on soit une création d'activité avec les aides nationales à l'installation, dans le cadre de la délivrance de la DGA, de la dotation jeune agriculteur. Autre critère, tous les critères sont cumulatifs, hein, je précise, hein. C'est qu'on ait une affiliation à la MSA en tant qu'agriculteur. Alors, a fortiori, on sera beaucoup plus crédible si on a le statut social d'exploitant agricole, et non seulement en tant qu'exploitant agricole, mais aussi en tant que ATP, agriculteur principal. C'est-à-dire que plus de la moitié de l'ensemble de nos revenus professionnels provient de notre activité agricole. Ou si on est en installation, avec la DGA, encore une fois, que dans notre projet d'installation, encore une fois, plus de la moitié de l'ensemble de nos revenus professionnels prévus proviendront de notre activité agricole. Il faut qu'il n'y ait pas d'alternative pour l'agriculteur aussi à la création d'un logement neuf sur le site ou dans les environs du site. Si par exemple je suis agriculteur mais j'habite déjà sur un terrain qui est peut-être à 5 km de ma ferme, peu importe que ce soit en tant que propriétaire ou locataire, il est très fort probable que la collectivité te dise bah non mon monsieur, vous avez déjà un logement proche du site, donc non délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Tout comme si par exemple vous avez un gîte sur le site, il y a tout à parier, la collectivité vous dise mais bon, monsieur, vous n'avez qu'à transformer ce gîte en votre logement, entre votre domicile principal. Autre critère aussi, c'est la taille des moyens de production. Ce qui ressort, c'est qu'il faut ça au moins une SMA, une surface minimale d'assujettissement. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans ce qu'est une SMA, ce serait beaucoup trop long. Mais je peux vous renvoyer sur une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube Atelier Fertile où je développe ça en détail si ça vous intéresse. Et enfin, il faut qu'il y ait nécessité d'une présence constante de l'agriculteur sur son site de production. Et de fait, même si on répond à tous les autres critères, c'est souvent où le mât blesse. Alors, ce qui ressort de cette nécessité de présence constante, de la part de la jurisprudence, voilà, pour prendre des cas concrets, c'est pas reconnu par la jurisprudence pour la plupart des productions végétales, hein, viticulture, grande culture, maraîchage, arboriculture, également ce qui va être élevage de volailles, tout ça, c'est pas reconnu par la jurisprudence. Et à contrario, c'est reconnu par la jurisprudence pour ce qui est culture de safran, élevage de bovins, élevage aussi d'ovins et de caprins, élevage de chevaux, encore gardiennage de chiens de pension. Bon, petit tableau issu d'une charte départementale d'urbanisme qui précise les productions qui peuvent justifier et les productions qui ne peuvent pas justifier la présence constante d'agriculteurs sur site et donc la délivrance d'autorisation d'urbanisme pour le fameux logement de fonction. Voilà. Mais j'insiste lourdement sur le fait que c'est vraiment à la collectivité d'apprécier au cas par cas, en fonction de toutes les caractéristiques du projet, si elle va effectivement
délivrer l'autorisation d'urbanisme. Elle ne regarde pas juste un critère en particulier. Et si on prend la taille, par exemple, des troupeaux, parce qu'on me pose souvent la question, oui, mais il faut combien que j'ai combien de vaches concrètement pour pouvoir, eh bien, ça n'est précisé nulle part. Ça n'est précisé ni dans les chartes, et ce n'est pas non plus précisé dans la jurisprudence. Donc, encore une fois, c'est la collectivité qui apprécie au cas par cas. Mais tout de même, dans l'esprit de la loi, il faut avoir un troupeau d'une taille suffisante pour que eh bien, ça justifie la présence de l'agriculteur sur site. Et quand on dit des tailles suffisantes, ça va assez loin. Hein. Souvent, en pratique, on est de l'ordre de, si on prend les vaches, de l'ordre au moins 100 vaches par agriculteur. Si on parle d'ovins et caprins, c'est un peu dans le même ordre de grandeur, une centaine de têtes par agriculteur. Alors, qu'en est-il des états légers dans ces espaces de campagne? Bon, je vais pas beaucoup m'étendre. Le sujet de la réglementation des habitats légers, c'est un sujet vaste, un sujet complexe, mais quelques mots tout de même. Bon, pour les habitats légers qui servent de domicile à utilisateurs, vous avez deux catégories aujourd'hui. Les résidences qu'on appelle les résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage, donc un véhicule en clair où on est domicilié. Hein, la notion de gens du voyage n'est absolument pas liée à une appartenance ethnique ou communautaire. Il n'est absolument pas nécessaire d'être tzigane, par exemple, pour pouvoir être reconnu comme gens du voyage. C'est juste une situation de fait au niveau juridique. Donc, par exemple, la tiny house qui servirait de domicile, ça rentre dans cette catégorie. Ou encore, la catégorie donc des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. Donc, une construction sans fondation qui est facilement et rapidement démontable et qui sert de domicile, ça rentre dans cette catégorie. Donc, par exemple, le cas de la yourte rentre dans cette catégorie-là. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie pertinence à ce que l'habitat léger sert à surmonter, comme le dit si bien ce titre d'un article du magazine Reporter, bah, la galère de l'installation agricole. Parce que c'est vrai que l'installation agricole, a fortiori si vous n'êtes pas du milieu agricole, a fortiori si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers, ça coûte cher. Et pouvoir se domicilier sur son site, être a fortiori propriétaire de justement son logement, de son domicile, eh bien c'est quand même un vrai plus. Et c'est vrai que de façon générale, l'habitat léger, toutes choses égales par ailleurs, hein, globalement, il permet d'avoir un prix pour un nombre de mètres carrés équivalent au bâtiment en dur classique, inférieur. Potentiellement, on peut le faire bien inférieur à un bâtiment classique. Et donc, ça rend l'accès à la propriété plus simple. Et donc, effectivement, ça facilite l'installation agricole. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de débat. Et je pense qu'on pourrait clairement faire évoluer les politiques publiques pour aller plutôt dans la facilitation, justement, la création de logements de fonctionnaires agriculteurs en habitat léger. Il y aura certainement des choses à développer. Au niveau pratico-pratique, donc la possibilité de créer des habitats légers en zone agricole et naturelle, ça peut être effectivement autorisé dans le cadre d'un STECAL, comme on l'a déjà évoqué. Encore une fois, la création de STECAL doit être créé vraiment de titre exceptionnel, donc c'est quand même très rare. Et aujourd'hui, c'est très rare qu'un STECAL soit fait pour habitat léger, puisque la plupart des STECAL qui existent aujourd'hui, c'est pour d'autres types de constructions, concrètement. Bien qu'il y ait quelques exemples. Hein. Et autre possibilité, si vous voulez, c'est que son habitat léger soit explicitement autorisé, ça serait le mieux, ou au moins, eh bien, comment dire, ne fasse pas partie des choses interdites, et donc par conséquent, dans le vide du texte, soit autorisé, via l'écriture précisément du règlement écrit applicable dans la zone où on va faire un projet donné. Autre possibilité auquel on pense beaucoup moins, c'est également que les habitats légers soient explicitement prévus, planifiés, pas dans le cadre d'un PLU, d'un plan local d'urbanisme, dans le cadre d'un des documents du PLU qui est moins connu, qui s'appelle les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Et c'est vrai qu'on vois émerger de plus en plus de collectivités qui prévoient des OAP spécifiquement pour la création d'habitats légers, y compris dans des zones, disons, de campagne. Après, il existe également la possibilité, pour un projet privé, de créer des espaces d'accueil précisément pour ces habitats. Je pense aux aires d'accueil pour résidences démontables et aux terrains familiaux pour l'accueil de résidences mobiles. Créer un porteur de projet via une demande d'autorisation d'urbanisme peut demander également la création. Encore faut-il bien sûr que ça soit possible au vu des règles d'urbanisme applicables sur la parcelle où il veut faire le projet. Alors, quelques mots très très rapides aussi sur la fameuse astuce de la rotation que je vois énormément passer sur les réseaux sociaux. En gros, cette astuce voudrait que sur un terrain privé disposant de plusieurs parcelles contiguës les unes aux autres, il suffirait tous les 3 mois de déplacer un habitat léger pour ne jamais être soumis à demande d'autorisation d'urbanisme et pouvoir donc faire ça n'importe où, en n'importe quelle zone, y compris donc en zone en pleine campagne, en zone agricole, en zone naturelle. Non, c'est complètement faux. C'est faux déjà. Première raison, c'est parce que
si un terrain, enfin, le terme, comment dire, toute cette histoire-là vient du fait qu'il n'y a pas de d'autorisation d'urbanisme de façon générale. La plupart des territoires en France, si une construction d'installation est présente moins de 3 mois sur un terrain et non pas sur une parcelle, c'est déjà une mauvaise lecture du texte. Donc, peu importe qu'un terrain soit constitué d'une ou plusieurs parcelles, ça ne change absolument rien. Donc, peu importe que vous bougiez tous les 3 mois un habitat léger là-dedans, vous êtes toujours présent sur le terrain, donc vous y serez présent plus de 3 mois. Euh, donc, pour que l'astuce, entre guillemets, fonctionne, déjà, il faudrait que on fasse le déplacement entre parcelles non contiguës, déjà. Et puis, deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce que même si une construction, une installation n'est pas soumise aux demandes d'autorisation d'urbanisme, eh ben, il faut quand même respecter les règles d'urbanisme applicables sur la parcelle, tout simplement. Et si, donc, on est en zone agricole, et effectivement, la création d'un bâtiment d'habitation est clairement interdite, peu importe qu'il soit présent de moins de 3 mois. Ça reste, c'est quand même tout à fait illégal. Bon, alors, est-ce que les habitats réversibles, au-delà du juridique, hein, est-ce qu'ils sont une solution contre l'artificialisation? De façon générale, clairement, je pense que oui. Parce que par définition, c'est soit des véhicules, soit des bâtiments qui sont démontables, y compris, ils ont des fondations, celles-ci même sont réversibles, et de plus en plus de collectivités, par exemple la commune de Plessé, entre autres, développent des opérations publiques pour créer ça. Donc des opérations sans artificialisation des sols, qui en plus ramènent de la population, de l'activité, etc. Après, tout de même, une petite réflexion critique pour élargir le débat, c'est que un habitat léger, sauf cas exceptionnel, ça ne vient pas tout seul, hein. Même s'il est réversible, même s'il est léger, eh bien, se pose la création de réseaux. Alors, réseau eau, l'assainissement, l'électricité, les télécoms. Bon, alors on pourrait imaginer des habitats qui sont totalement autonomes sur tout ça, mais bon, c'est loin d'être si évident. Puis, dans un certain nombre de cas, la connexion au réseau dans certaines zones est obligatoire. Donc, voilà. Je ne vais pas développer non plus là-dessus, mais c'est un point déjà voilà, de réflexion. La création aussi de voiries nécessaires, ne serait-ce que pour des règles d'accessibilité générale prévues par le droit de l'urbanisme, pour pouvoir desservir une parcelle. Et puis au-delà de ça, se pose la question de l'accessibilité de ces terrains pour les personnes handicapées, aussi l'accessibilité pour les services de secours, hein, ce qui est évidemment un point d'attention important, on le comprend. Aussi la création d'un projet, encore une fois, même si c'est un habitat réversible, peut poser la nécessité de faire un défrichement, ne serait-ce que pour respecter les règles d'urbanisme applicables sur la parcelle et aussi les réglementations anti-incendie qui peuvent être applicables localement via un arrêté communal ou préfectoral. Et enfin, bien, si la création d'habitats, c'est l'arrivée de nouvelles populations, a fortiori s'il y en a beaucoup, se pose la question aussi de la création d'équipements publics pour répondre aux besoins de ces habitants, type bâtiments scolaires, établissements de santé, et également la question des nouvelles activités économiques qui peuvent être liées à cette arrivée de population, incitées par la collectivité ou parce que des acteurs privés, des entreprises considèrent que c'est intéressant de créer une activité parce qu'on voit qu'il y a un besoin, comme des commerces par exemple. Et donc tout ça, eh bien oui, ça contribue à l'artificialisation des sols, ou du moins de façon plus générale sur un impact sur le vivant. Donc voilà, c'est ça pour dire, pour un peu élargir le débat. Voilà. Parce que souvent, ce que je vois passer dans les réseaux, c'est si je fais un habitat réversible autonome, ben, je n'impacte pas du tout, j'artificialise pas du tout. Je dis, faut voir. Voilà, il faut quand même prendre en considération tous ces éléments-là quand même. Alors, quelques petits mots sur la rénovation, très brièvement. Globalement, le fait que, contrairement à toutes les difficultés qu'on a expliquées sur la décoration à neuf, et habitat léger ou habitat non léger confondu, hein, à contrario, la rénovation pose vraiment peu de difficultés au niveau juridique. Globalement, la création d'annexes et d'extensions au-delà du volume initial aussi pose peu de difficultés. Après, il faut voir au cas par cas ce qu'on peut faire, mais globalement, ça pose vraiment peu de difficultés. Il faut bien sûr prêter attention à la bonne intégration du projet constructif fini dans l'environnement existant, parce que de toute façon, ça s'applique pour n'importe quel projet. Alors après, il peut y avoir effectivement des points de difficulté si on est sur un bâtiment qui pour le moment n'était pas à destination d'habitation, par exemple une grange qui était à donc destination d'exploitation agricole et forestière, et qu'on veut faire un changement de destination vers la destination d'habitation, donc ça nécessite une demande d'autorisation d'urbanisme, et ça n'est pas toujours possible, et c'est pas toujours, les communes n'octroient pas toujours ceci. Donc ça c'est quand même un petit point, c'est vrai, d'attention qu'il faut avoir en tête. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de créativité dans la réinterprétation finalement de bâtiments, y compris de bâtiments traditionnels, comme ici, vous voyez, comme une réinterprétation avec une forme d'architecture contemporaine de longère. C'est aussi ces extensions, ces annexes, c'est aussi l'occasion de penser
Bah, le grand chantier de l'isolation thermique des bâtiments et comme le dit si bien Claude Lefrançois hein, sur Bill Green, au-delà de l'isolation thermique, repenser de façon cohérente le confort thermique des bâtiments, ce qui est un immense sujet. Voilà, c'est des grands débats. Moi-même, dans mon projet d'habitat, bah, dans ma maison, je me suis inscrit là-dedans. Je veux dire, j'étais sur un bâtiment agricole traditionnel qui date du XVIe siècle, et puis qu'on a intégralement rénové. Reportage qu'on trouve donc sur la chaîne YouTube de Bill Green. Hein. On a fait un reportage d'une vingtaine de minutes où on explique tout ça. Voilà. Alors, quelques petites pistes de réflexion pour conclure. Vous avez aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, le réseau France Rénov', donc un service public gratuit qui peut vous aider dans tout ce qui est projet de rénovation, hein, comme le nom l'indique, notamment de rénovation énergétique des bâtiments, à la fois sur le montage technique et financier, a fortiori pour bénéficier d'un maximum d'aide publique dans vos projets. Un autre service public, hein, les CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, dans la plupart des départements, encore une fois, qui peuvent vous accompagner, vous aider dans la conception d'un projet architectural, dans la compréhension aussi des règles d'urbanisme. Aussi vous adresser au service d'urbanisme local, de la commune ou de l'intercommunalité pour discuter d'un projet, voir ce qui est légal, etc. Faire appel au service de professionnels du droit, faire appel au service de maître d'œuvre, faire appel au service d'architectes qui peuvent vous conseiller là-dedans. Bon, c'est autant de pistes, autant de professionnels qui peuvent vous accompagner. Et aussi, et en complément souvent avec ça, pensez à un élément qui est assez méconnu, hein, c'est la demande de certificat d'urbanisme. Alors je pense plus précisément à la demande de certificat d'urbanisme opérationnel, c'est-à-dire présenter un projet constructif, et ça peut être présenté de façon très sommaire, que vous envisagez sur un site donné, et puis comme ça vous envoyez ça à la collectivité, c'est tout à fait gratuit, hein, comme finalement les autres démarches administratives liées à l'urbanisme, et derrière, dans un délai de 2 mois, vous aurez un positionnement à la collectivité, si oui, le projet est conforme, ou parfois tout de même avec certaines retouches à faire, ou sinon, il n'est pas conforme, et voilà, donc au moins vous saurez à quoi vous en tenir, vous aurez un positionnement officiel, clair et net, de la collectivité. Alors, quelques petits mots d'ouverture. Eh bien, l'urbanisme, oui, c'est surtout politique, au-delà du juridico-juridique, c'est très politique, l'urbanisme. Et finalement, cette notion d'artificialisation des sols, on va parler, c'est finalement un point très important, bien sûr, mais ça n'est qu'un des points dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, dans les préoccupations qu'ont les élus locaux. Il y a beaucoup d'autres préoccupations, globalement, dans ce domaine-là, notamment le lien social, de relations avec la démocratie locale, de l'inclusion et de la mixité sociale, la préservation du vivant de façon générale, penser la résilience des territoires, ce qui est une thématique aussi majeure et qui commence à être de plus en plus intégrée dans les politiques publiques, les préservations des différentes formes de patrimoine, aussi que ça soit cohérent, les projets soient cohérents par rapport aux finances publiques, hein, bien sûr, qu'on favorise, qu'on développe, qu'on diversifie, qu'on relocalise l'économie locale, etc. La liste n'est pas exhaustive, donc aussi j'élargis aussi le champ de la réflexion, pour savoir que c'est quand même, ça s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus large. Voilà. Petit point sur mon activité, sur tout ce qui a trait à l'habitat et également au domaine de l'éco-construction, de l'agroécologie, de la permaculture. J'ai opté un ensemble de formations. Alors pour une partie en présentiel, hein, souvent une par mois, sur un format de 2 ou 3 jours, des formations aussi en ligne, disponibles sous forme de webinaire, ou aussi sous forme de formation disponible à demande sur ma plateforme de formation. Je propose du conseil pour les porteurs de projets, des livres, pour le moment il y en a 3, auto-édités, donc tout ça se retrouve sur mon site, atelierfertile.com, et puis je dédite aussi une chaîne YouTube, hein, l'Atelier Fertile, est maintenant assez fournie avec plus d'une centaine de vidéos, il y a de la matière, sur toutes ces thématiques. Voilà, eh bien, écoutez, j'ai terminé ma présentation, et il nous reste un tout petit temps pour les questions. Pas de questions de poser là pour l'instant. Par contre, moi j'en ai une. Tu n'as pas abordé le point du bail amphithéotique. Est-ce Oui. que c'est quelque chose que tu penses qu'on peut intégrer dans ce sujet? Ok, oui, ça peut l'être. Plutôt que de faire l'achat d'un site, a fortiori d'un site qui, si on l'achetait, c'était en vente, coûterait très cher, ou que l'acheteur, tout simplement, le propriétaire actuel ne veut pas le vendre, ça peut être aussi ça, eh bien, effectivement, une solution juridique qui existe dans la boîte à outils du droit, c'est donc la conclusion d'un bail amphithéotique entre ce propriétaire et le ou les porteurs de projet.
En gros, je fais à la louche, hein, un bail emphytéotique, le temps de la location, à moins qu'on ait mis des clauses contraires dans le bail, et fait que le locataire dispose des mêmes droits et devoirs concernant donc le bien immobilier que s'il était propriétaire de ce bien, donc encore une fois, durant le temps de la location. On est sur un acte notarié nécessairement, on doit faire appel à un notaire pour inscrire ça, c'est obligatoire, et on est sur une durée longue, puisque minimum 18 ans, et ça peut aller jusqu'à 99 ans. Voilà, donc effectivement, c'est vrai que pour accéder à du foncier, c'est un outil intéressant à connaître. En pratique, c'est surtout utilisé par des collectivités territoriales, hein, des institutions publiques de façon plus générale, qui veulent mettre à disposition un site pour un porteur de projet dans un but d'intérêt général, hein, défini par, par l'institution. Effectivement, pour que la collectivité puisse permettre à un porteur de projet de faire ça, mais tout en restant propriétaire bien du site. Très bien. Merci beaucoup, Joris, pour cette intervention. Je vois pas d'autres questions pour l'instant, donc je te remercie en tout cas pour cette intervention et ces éléments qui sont très très riches et très importants. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau webinaire sur une présentation d'un de nos partenaires, un négoce de matériaux écologiques, Kenzai. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur Big Green. À très bientôt.